Merci de suivre les programmes de Walf. Bienvenue dans Action 7. Pour cette semaine, nous recevons Ibrahim Ali Safaï. À notre droite, il est directeur de publication de Presse Afrique. Nous recevons également à notre gauche Issa Sall, il est directeur de publication de Nouvel Horizon. L'actualité de cette semaine, ce sont évidemment les sorties, les multiples sorties dans l'arène politique et les sorties de personnes de l'entourage immédiat du président de la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous allons écouter quelques-unes des phrases qui ont en tout cas suscité l'actualité politique de la semaine. Nous allons écouter tour à tour Maître Alioune Badara Cissé et Mansour Faye. Les propos recueillis par Gabriel Barbier. À vous, Monsieur le Président de la République et de l'Alliance pour la République. C'est vrai, je vous disais à Saint-Étienne, réveillez-vous avant qu'il ne soit minuit. Réveillez-vous à l'heure qu'il vous plaira, mais réveillez-vous tout de même. L'année dernière, avant que je ne commence mes premières tournées, c'est la première fois que j'en parle, et les preuves sont entre mes mains, j'ai envoyé un email à Monsieur le directeur des structures du parti, M. Mbaye Ndiaye, mon ami, ministre d'État, pour lui dire, voilà le programme de mes tournées. Faites valider au niveau du secrétariat exécutif national et faites-moi un retour. Il n'y a jamais eu de retour. Mais moi, je n'attends pas. Je suis un soldat. Je ne reçois d'instructions de personne. Je suis un commandant, je suis un général. Je fonce, je sais où se trouvent. Je sais où se trouvent les lignes adverses et je fonce. Je conquiers et je rencontre. Ça s'arrête là. Que je ne sois plus coordonnateur de l'Alliance pour la République, ce n'est pas grave. Que je ne siège plus au secrétariat exécutif national, ce n'est pas grave. Que je ne siège plus au niveau du directoire, ce n'est pas grave. Parce que je ne me suis jamais reconnu plus valeureux que l'un quelconque d'entre vous, et que je sache, aucun d'entre vous ici ne siège au secrétariat exécutif national. Je n'ai absolument rien perdu, parce que pour moi, le grade de militant est le grade le plus élevé. Il n'y a pas de grade au-dessus de celui de militant. Je serai avec chacun d'entre vous pour briguer, Inch'Allah, si Dieu nous porte vie, le poste de maire de Saint-Louis. Je ne le fais contre personne. Je le fais tout simplement pour ma ville. Cette ville-là, à qui je dois tout, est cette ville qui m'a tout donné. Et nous n'attendons la bénédiction d'aucun parti politique. Nous n'attendons la bénédiction d'aucune espèce de coalition. C'est notre responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens communaux et vis-à-vis de la ville qui nous a vu naître. Vous savez, il faut construire l'avenir. Il y a des choses qui sont importantes et des choses qui ne le sont pas du tout. Nous passons à venir en réalité. Le président, ce que je sache, se réveille tous les jours à 5 h du matin pour faire ses prières et se couche bien au-delà de minuit. Mais il n'y a pas de dynastie Faye Sall. Faye est un Sénégalais, Sall est un Sénégalais, Ndiaye c'est Sénégalais. Mais tout le monde, nous sommes tous des Sénégalais. Nous détenons la carte nationale d'identité sénégalaise et nous œuvrons tous effectivement pour le devenir de ce pays. Aujourd'hui, Mansour Faye est un acteur politique. Est un acteur politique qui a commencé à faire la politique bien avant 1988 en réalité. 2004, c'est avec le président Macky Sall. 2005, président Macky Sall. 2012, président Macky Sall. 2019, ce sera président Macky Sall. 2022, etc., ce sera avec l'APR. Donc nous travaillons comme ça. Ce n'est pas une question de dynastie, etc. Ça, vraiment, cela ne nous intéresse pas du tout. L'Alliance pour la République, c'est l'Alliance pour la République, c'est l'APR. Il n'y a pas APR familial, il n'y a pas APR originel. Les bases de l'APR, les jalons, on a commencé à poser les jalons de l'APR à partir de 2004. Quand le président Macky était Premier ministre, et sans le savoir, en réalité, sans le savoir. Vous savez, Maître Cissé est un Sénégalais. Comme tout le monde, il a le droit de déposer sa candidature. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'arène politique. L'APR évolue donc dans une coalition de partis. Et au moment opportun, de toute façon, les membres de cette coalition-là vont se prononcer sur le choix du candidat. Naturellement, comme nous le disons toujours, en tout cas, cette candidature ne peut pas échapper à l'APR, d'autant plus que l'APR, en tout cas, après les élections présidentielles, l'heure du premier tour, en réalité, l'APR était première parmi les partis qui étaient dans l'opposition. Alors nous
nous avons écouté coup sur coup Maître Alioune Badara Cissé, nous avons également écouté Mansour Faye. Ces échanges aigres d'eau, Maître Alioune Badara Cissé et Macky Sall, est-ce que nous sommes dans une espèce de feuilleton Macky Sall, Maître Abdoulaye Wade bis, Issa Sall? Oui, je ne sais pas. Vous savez, ces mots, ces discours un peu très unipersonnels, moi, sérieusement, j'aurais pu vous dire que ça ne m'intéresse pas du tout parce que je trouve que c'est sans consistance. C'est un débat sans grand intérêt pour les Sénégalais. Je crois que le débat doit être relevé et être à un autre niveau. Bon, Alioune Badara Cissé a été ministre, il ne l'est plus, il est dans un camp. Je pense que M. Faye aussi, il est dans la même situation. Je crois qu'il y a un besoin de consistance dans le débat politique. Toutes les individualités qui ont essayé d'exister au Sénégal n'ont jamais réussi en politique. Au Sénégal, la politique se fait au sein des partis politiques. Et tous ceux qui ont essayé d'exister, de tenir un discours, de jouer au solitaire, n'ont jamais réussi. Je ne sais pas si M. Cissé va réussir, mais donc, dans son discours, il tient à rester au sein de la paire. Je pense que déjà, c'est quelque chose qui est notable, mais le débat n'est pas au sein de la paire, mais c'est au sein, je crois, d'une alliance plus globale. C'est l'alliance gouvernementale. Par rapport à la situation du pays actuellement, nous sommes dans un pays qui est très pauvre. La moitié des Sénégalais ne mangent pas leur faim. Et c'est ce débat. Comment faire pour booster l'économie, créer de la richesse, mais les ambitions personnelles qui se réveillent tôt, ça vraiment, je me dis que, sérieusement, on a autre chose à écouter que vraiment de telles choses. Moi, ça ne m'intéresse pas. Sérieusement, j'aurais pu passer sans que ça vous intéresse. Ça ne m'a jamais intéressé d'ailleurs. Je préfère un débat de fond que Cissé puisse développer une stratégie politique pour la conquête de Saint-Louis, pour avoir s'il a une ambition nationale, que M. Faye, qu'il défende son président, mais pas en disant qu'il se réveille tôt ou qu'il se couche tard, c'est son problème personnel du président. Le président, ce qui est important, c'est son discours, c'est le contenu de ce qu'il dit, c'est le contenu de son discours, mais sa vie privée n'intéresse pas particulièrement les Sénégalais. Donc, sérieusement, moi, personnellement, j'aurais pu passer sur ça et c'est dommage qu'on en discute d'ailleurs. Alors, Ibrahima Issa Faye, vous aussi, vous avez le sentiment que le véritable débat est ailleurs? Oui, effectivement, je pense que le véritable débat est ailleurs parce que les Sénégalais actuellement sont très fatigués et je pense que ça serait bien en tout cas qu'ils nous montrent la voie, comment faire pour s'en sortir, les jeunes qui demandent de l'emploi, les chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à payer et qui sont au bord du gouffre, également les femmes qui sont au marché et qui n'arrivent plus à avoir des clients ou qui n'arrivent plus en tout cas à écouler leurs marchandises comme il le faut. Mais moi je pense qu'en fait c'est quelque part ils sont en train un peu d'amuser la galerie et de nous en tout cas de nous occuper à autre chose au lieu de penser en tout cas à ce qui est beaucoup plus essentiel, à ce qui est beaucoup plus important. Mais tout de même, il faut quand même dire, quelque part, on a l'impression que c'est ce qui s'était passé au PDS qui est en train de revenir. C'était justement là la question. Est-ce qu'on n'est pas dans un retour des choses? Oui, mais exactement. Parce qu'en fait, on dirait que le président de la République n'a pas besoin d'un numéro 2 et il se dit, si on laisse grandir Alioune Badara Cissé, qui a été coordonnateur de l'APR, et qui quand même est très ambitieux, parce qu'on a vu ces tournées qu'il a eu à faire en Europe, si aussi il reçoit pas mal de personnes, alors donc si jamais on laisse ce monsieur grandir, alors est-ce qu'il ne va pas vraiment créer ce qu'on appelle une dualité, ce qui a en tout cas en un moment créé une crise politique ici au Sénégal entre Wade et Idi, n'est-ce pas? Et donc c'est peut-être pour ça en tout cas que l'entourage du président de la République a beaucoup insisté vraiment pour qu'il soit mis hors d'état de nuire. Maintenant, est-ce qu'il a un avenir politique au sein de la paire ou pas? Bon, le temps nous le dira, mais pour le moment en tout cas, c'est encore assez compliqué pour lui, c'est assez compliqué pour la paire, parce que de toute façon, je sais qu'on va en revenir, mais les problèmes qu'ils sont en train de vivre dans leur alliance... la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, même avant la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition Macky 2012,
Au niveau de l'APR également, les querelles de leadership, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment très compliqué. Et malheureusement, ça a surgi au moment où vraiment le pays attend des actes forts de ce régime pour qu'on puisse espérer vraiment une émergence. Mais comment je veux dire, Issa Sall, Ibrahima Issa Faye, est-ce que vous n'avez pas, quand vous dites que ce n'est pas vraiment la priorité, au fond, ce sont ces personnes-là qui nous dirigent. C'est-à-dire que quoi qu'on en dise, leurs actes ont une influence directe sur le quotidien des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, il y a des phénomènes, des épiphénomènes, comme on dit dans tous les partis politiques. Ça ne peut être qu'un épiphénomène. D'autant plus que même l'APR n'est pas un parti, il est plus un mouvement. Les structures ne fonctionnent pas, il n'y a aucune structure. Je ne sais pas s'il y a un bureau politique qui fonctionne, qui se réunit régulièrement, hebdomadairement ou mensuellement. C'est un agglomérat, peut-être des ambitions qui se sont cristallisées autour de Macky, qui a réussi à devenir président de la République. Macky n'a pas encore son parti. Il a une alliance sans doute, mais il n'a pas de parti. Et aujourd'hui, il y a des ambitions qui s'expriment. Il y a des jalousies, il y a des rivalités. Mais les Sénégalais n'ont pas élu Macky Sall pour qu'il gère les rivalités au sein de son parti. C'est pour qu'il gère le pays. Si maintenant il est incapable de construire un parti, mais ça va être très compliqué pour lui d'aller jusqu'au bout de son mandat et de construire encore une alliance forte pour aller à une autre élection. C'est là où le problème peut se trouver. Mais aujourd'hui, vraiment, ce débat sur Alioune Badara Cissé, sur M. Faye, comment il s'appelle encore, Mansour Faye, mais je trouve que vraiment ce n'est pas consistant. On devrait aller à un autre débat. Si au sein de l'APR, on a un débat à poser, c'est un débat stratégique. Ce sont-ils des libéraux? Est-ce qu'il faut construire? Macky aujourd'hui ne construit pas, d'après ses premières tendances. Il est davantage dans la solidarité, dans la social-démocratie que dans le libéralisme de Wade. Aujourd'hui, je ne sais pas, au sein du PDS, de l'APR, qu'est-ce qu'ils en ont? Le Yono Yokouté, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils construisent autour de ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le parti, qui sont parmi les leaders, qui construisent un discours autour du Yono Yokouté pour dire ce que Macky est en train de faire nous fait dévier de notre tendance libérale qu'on a hérité du PDS, où on doit continuer, d'autant plus que nos alliés, ce sont des socialistes. C'est les sociodémocrates, l'AFP, le PS, Et il y a aussi ceux qui ont, les communistes qui sont restés, qui ont peut-être mis de l'eau dans leur vin, et qui sont là-dedans. Est-ce qu'il y a un débat de fond au sein maintenant de cette alliance gouvernementale présidentielle pour dire, écoutez, la tendance, la voie tracée par Macky autour de Yono Yokouté, on doit continuer dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça va coûter au pays? Est-ce qu'il y aura création de richesse ou non? Ceux qui sont des libéraux peuvent dire, écoutez, la création de richesse, ce n'est pas en distribuant aux plus pauvres. Voilà. C'est en permettant aux ceux qui ont les moyens de créer de la richesse. Tout le monde peut avoir des idées de ça. Moi, j'attends ce débat. Mais plutôt, je vais être maire de Saint-Louis, comme il l'a dit. Je vais rendre à Saint-Louis ce qu'il m'a donné. Mais tout le monde a le droit de le faire. Même les étudiants, quand on sort de l'université, après avoir fait un cursus dans l'école publique, on a le devoir de rendre ce que le Sénégal a donné pour sa formation. C'est tout à fait normal. Ce qui est le plus consistant, c'est aujourd'hui de nous proposer, de nous dire, écoutez, on continue dans une voie très socialiste, un peu moins socialiste, libérale. Est-ce que la tendance aujourd'hui, le débat sur les investissements, si les Chinois arrivent, qu'est-ce qu'on va faire de leur argent? Si les Occidentaux nous disent, écoutez, il faut respecter les règles de la bonne gestion, de la bonne gouvernance, est-ce que ça nous arrange? C'est un débat plus fort et plus intéressant que vraiment ces petites ambitions qui s'expriment, la défense. Moi, je suis le défenseur du président. Moi, je suis l'ambitieux qui veut prendre sa place. Ça, vraiment, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Alors, l'état justement de la coalition, est-ce qu'on peut dire, après que Maître Alioune Badara Cissé ait demandé au président de se réveiller avant qu'il soit minuit, on a eu justement ce que l'on peut appeler le discours du Koweït, cette mise en garde présidentielle. Peut-on dire, Ibrahima Issa Faye, que le président s'est réveillé? Bon, je ne pense pas qu'il s'est réveillé. Il a plutôt, en fait,
disons, essayer de calmer les ardeurs au niveau du palais et au niveau des différentes coalitions qui l'entourent. Moi, je pense que c'est plus que ça. Et moi, je pense que aussi c'est une sortie un peu maladroite parce qu'il aurait pu venir rassembler les gens et discuter avec eux et voir le problème en profondeur, essayer de trouver vraiment des solutions, mais pas de les tacler en dehors du pays. Parce que moi, je me dis, c'est un chef d'État, il doit avoir cette grandeur d'esprit qui lui permet en tout cas d'analyser les problèmes qui viennent à lui et de voir comment solutionner ça. Bon, mais malheureusement, on a vu un peu comme si en fait je vous passe le ballon et vous me le redonnez. C'est-à-dire ce jeu de ping-pong là, on ne l'attend pas de lui. On peut l'attendre en fait d'autres, disons, des seconds couteaux, des lieutenants et autres. D'accord, oui, mais pas quand même du président de la République. Parce que, en fait, par exemple, si on prend le cas de Moubarak Lo ou bien de Jacques Diouf, bon, c'est des gens qui ont eu quand même approuvé, quoi qu'on dise, qui ont eu approuvé et qui, moi, je pense auraient pu quand même servir à quelque chose. Maintenant, si on les confine à des positions où ils ne peuvent pas exprimer leur talent, où ils ne peuvent pas exprimer leurs compétences, maintenant, je pense que ça serait bien au moins qu'ils s'asseyent autour d'une table, qu'ils discutent et puis qu'ils essayent vraiment de trouver les meilleures, disons, astuces pour en tout cas éclore tous ces talents-là. Parce qu'un pays, c'est un ensemble de talents qui permet de développer un pays. Et on a besoin des compétences de tout le monde, on a besoin de l'expertise de tout le monde. Mais malheureusement, ici, il suffit que vous dites quelque chose au président de la République, on va dire, il est contre le président de la République. Ah, monsieur, il faut éviter éviter cette personne parce qu'il cherche des poux au président, il cherche à nuire au président. Or, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il faut accepter les critiques et pouvoir avancer à partir de cela. Merci, pouvoir avancer à partir de ça. Parce que ici, chacun, moi je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a quelque chose à donner et le pays nous appartient à nous tous et on veut le développer comme ce qu'on voit dans d'autres pays parce que nous voyageons et nous savons ce qui se passe ailleurs. Mais pourquoi ici? C'est toujours un débat de bas étage, des débats de personnes. Oui, bien sûr. Bien sûr, alors, bien sûr. Cette sortie présidentielle, est-ce qu'en soi, sur le fond, elle est maladroite ou c'est l'endroit où elle a été faite, c'est-à-dire à l'extérieur du pays qui est maladroit, tous les deux? Oui, de toute façon, toujours on dit que quand il s'agit des affaires intérieures, le président doit venir au Sénégal en parler. Bon, c'est un principe qui peut être respecté comme ça peut ne pas être respecté. Et quand il y a des urgences, je pense qu'il est nécessaire. Mais je pense davantage que c'est un aveu, d'abord du président, d'avoir fait de mauvais choix. Parce que d'avoir fait de mauvais choix. Parce que quand même, quand il est arrivé, il en a pris un peu partout des intellectuels, des gens qui sont de très bonne réputation sur leur nom, et sur leur CV, c'est les Abdoumbaye, c'est les Amadou Khan, c'est Moubarak, c'est Jacques Diouf, on en a des pléthores à travers le monde qui sont là, et il les a regroupés autour de lui sans avoir fait un tamis. Un chef d'État ne peut pas arriver au pouvoir sans avoir les noms avec des gens avec qui il devrait travailler. Et je pense qu'il les a choisis sur le tard. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il ne peut pas travailler avec eux et que ces autres personnes avaient peut-être leur agenda caché et il les a découverts et il a dit, écoute, moi je ne peux pas travailler avec des gens qui ont un agenda caché. C'est tout. Moi je pense que c'est plus cela qu'autre chose. Ce n'est pas un problème de rivalité, mais c'est que le président aujourd'hui découvre qu'il n'avait pas son équipe. Et que c'est parce qu'il avait fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, il est en train de changer. Et maintenant, il amène des gens avec qui il a peut-être une proximité intellectuelle, une proximité dans la réflexion et dans la politique qu'il veut mener. Et qu'avec ces gens-là, peut-être qu'il va construire quelque chose de plus intéressant. D'ailleurs, c'est symptomatique quand il enlève à Moubarak Lo le projet pour le pays émergent qu'il lui avait confié. Cela veut dire que peut-être qu'ils ne sont pas en accord total sur peut-être la manière de mener ces projets-là. Je pense que c'est plus un aveu sur des mauvais choix qu'autre chose. Il les a rejetés. Peut-être ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avouer pour quelles raisons il les rejette en les accusant d'avoir des ambitions cachées ou d'avoir des comportements ou d'être méprisant vis-à-vis des Sénégalais ou d'avoir un certain ego surdimensionné. Ça,
Je trouve que ce n'était pas peut-être utile de le dire, mais ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le président s'est séparé de personnes sur qui il comptait et qu'aujourd'hui, il a découvert qu'il ne peut plus compter sur eux. C'est très bien de s'en débarrasser, c'est tout à fait légitime. Un président, quand il se rend compte que ses collaborateurs ne lui suffisent plus, il s'en débarrasse. Et il n'a pas besoin de le proclamer comme il l'a dit. Donc, je trouve que c'est de son droit le plus, c'est son droit le plus absolu de dire à quelqu'un, mais monsieur, écoutez, la collaboration qu'on avait, je suis très bon. Il y a des choses que je m'attendais à ce qu'on puisse réaliser ensemble et on ne peut plus le faire. Merci, au revoir et à bientôt ailleurs. On se retrouve peut-être ailleurs. Oui, voilà. mais aussi il y a un problème parce qu'un président qui fait un mauvais casting, moi je me dis, bon, c'est un peu compliqué quoi. Ça peut arriver à ceux qui apprennent, aux apprenants. Disons à ceux qui sont novices. Voilà, c'est ça quoi, c'est ça. Mais moi je me dis, quand on brigue les suffrages d'un peuple, on doit s'entourer de toutes les garanties. En tout cas, on doit au moins avoir un bon casting, c'est-à-dire se dire, voilà, quand j'aurai le pays, je vais me mouvoir dans ce cadre-là, et voilà les gens avec qui je vais travailler, et on sait déjà à quoi ces gens-là sont prédestinés. En tout cas, à travers le monde, c'est comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, quand il est venu, et il a plus joué sur les cartes de visite, sur les gros noms qu'autre chose, et même dans ce dernier gouvernement-là, on l'a encore vu. Et moi, je pense que ça, c'est juste, disons, une première vague. Il y en aura également qui vont partir. D'autres qui vont partir. Justement, ça nous amène à l'autre aspect de la question, ou à la question suivante, c'est-à-dire quel est l'avenir aujourd'hui? Beno Bokk Yakaar, Macky 2012, quel est leur avenir aujourd'hui? Est-ce qu'on va vers une reconfiguration totale? Si oui, quelle forme vous percevez comme ça? Moi, je pense que le pays n'a pas d'avenir avec ces coalitions. C'est-à-dire Macky 2012, Beno Bokk Yakaar. Oui. En tout cas, toutes ces coalitions-là, moi je me dis, et ça c'est une conviction profonde, ces politiques sont compromis. Ils ne sont intéressés que par des strapontins, que par, en tout cas, des positions personnelles. Mais ils ne veulent pas travailler pour le pays. Quand quelqu'un est à la tête d'une structure ou d'un ministère, ce qu'il fait d'abord, il se sert. Et ils ont fait leur preuve, moi je pense. Et ce qui entoure actuellement Macky, mais si le pays en est là aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Et donc moi je me dis, il fallait changer. Et franchement, moi j'espérais, je faisais partie de ceux qui comptaient beaucoup sur Macky, en tout cas, pour l'émergence d'une nouvelle génération qui vient avec de nouvelles idées, pour vraiment impulser. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et les gens, ils ont le cœur vraiment de bousculer les choses et d'arriver vraiment à un niveau de développement où au moins qu'on puisse se rendre compte qu'il y a des choses qui bougent. Mais actuellement, rien ne bouge. La pauvreté est grandissante, les difficultés sont là, les entreprises ferment et ils sont encore en train... Vous avez d'ailleurs lancé un appel en ce sens il y a encore quelques temps. Oui, une fête, justement. Quand même. Alors, Issa Sall, est-ce que vous avez également l'impression que le Sénégal n'a aucun avenir avec les deux coalitions, tant Beno Bokk Yakaar que Macky 2012, et que véritablement toutes les personnes entourant le président sont responsables de la situation, somme toute, dans laquelle je trouve? Ben, écoutez, quand on est dans une alliance gouvernementale, forcément, on est responsable. Peut-être qu'à des degrés divers, les partis politiques, les coalitions ne sont pas responsables au même niveau. Mais, vous savez, nous sommes dans un pays de politique aussi. On fait de la politique. On ne peut pas accéder au pouvoir sans faire de la politique. Absolument. On ne peut pas accéder au pouvoir sans avoir un parti politique. D'ailleurs, pour être candidat, il faut être membre d'un parti politique. Ce n'est pas avec Macky 2012 qu'il peut obtenir un consensus autour de ses projets et les conduire sans qu'il y ait une résistance populaire. Aujourd'hui, ces deux grandes formations politiques, avec leurs alliances, peuvent peser. Mais Macky 2012, mais combien de divisions? Ce n'est pas le score de Macky qui peut dire, écoutez, ceux qui sont au sein de Macky 2010 peuvent dire, je pèse 1%, 2% ou 0,5%. Ils ne pèsent rien, parce qu'on ne les a jamais vus mener un combat politique solitaire. Donc, il faut qu'on soit mesuré et que je crois que Macky n'est pas dupe. Et aujourd'hui, ses principaux alliés, ses principaux interlocuteurs dans sa coalition restent Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng. Maintenant, si on veut changer la donne, il faudrait que Macky prenne le risque d'aller aux élections sans eux seuls ou de retourner avec le PDS que les Sénégalais avaient repoussé. Donc en 2019.
C'est les deux alternatives. C'est pourquoi d'ailleurs on a dit, que tout le monde dit, écoutez, si ces deux partent, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle alliance et un entrisme qui va se développer. Si Macky, comme il l'a promis et comme il l'a déclaré, qu'il n'y a pas question d'accueillir ceux qui sont de l'autre bord, je ne vois pas comment il peut se débarrasser de l'AFP et du PS et compter sur des gens qui ne pèsent pas électoralement, c'est-à-dire Macky 2012. Ça, dans ces conditions, il sera forcé d'aller retrouver ses anciens amis du PDS. Et ça, c'est une alliance encore beaucoup plus compliquée. Très compliquée parce qu'il faudra justifier. Il faudra se justifier auprès des Sénégalais qui ont voté pour lui contre cette alliance-là. À 65%, les Sénégalais ont voté contre le Maître Wade. Ça, c'est très important. Si aujourd'hui il change d'alliance, ça veut dire qu'on a forcé vraiment les résultats de 2012. Et ça aussi, le président ne peut pas se permettre de dire, écoutez, bon, vous m'avez élu, je fais ce que je veux, je n'en fais qu'à ma tête, donc moi, mes alliés, je vais les rejeter alors qu'ils m'ont soutenu, et je vais revenir avec les gens qui m'avaient stigmatisé, qui ont failli me mettre en prison, qui m'ont accusé de préparer un putsch, un coup d'État, de blanchiment d'argent, et tout y quanti. Il y en a plein d'autres choses. Donc je ne le vois pas aller le refaire le chemin inverse. Donc il faut le comprendre comme ça. Mais c'est compliqué pour lui. Mais je pense que quand même il a la lucidité pour aller dans le sens qui est dans le sens de maintenir sa ligne et d'aller jusqu'au bout avec ses alliés. Alors, coincé justement dans la situation telle qu'on le décrit, Ibrahima Alissa Faye, est-ce que la seule voie aujourd'hui, si l'on peut dire voie de dégagement du 4e président de la République, ce n'est pas justement de laisser pourrir la situation? Mais laisser pourrir la situation, est-ce que ça l'arrange? Parce que laisser pourrir, cela veut dire qu'il y aura d'autres conséquences. D'autres départs, mais ils seront remplacés. Oui, non, d'autres départs, mais aussi les conséquences, qu'elles sont mesurables? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, en fait, Issa a parlé tout à l'heure de principaux alliés, effectivement, Niasse et Tanor. Effectivement, ce sont les principaux alliés. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'entrisme, les audiences qu'il a eu à accorder à des anciens premiers ministres, des caciques du Parti socialiste. Je me demande, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent lui apporter? Surtout qu'en fait, compte tenu de leur âge, compte tenu aussi de leur base, est-ce qu'ils représentent encore, disons, ces personnages, ou une force politique, ce personnage-là qui a, disons, force d'idées et tout? Et moi, je me dis, c'est vrai, peut-être que c'est la fougue de la jeunesse, mais je me dis, en fait, les temps ont changé. Et il y a de nouvelles idéologies, n'est-ce pas? Il y a les technologies, il y a tout ça. Mais vous mettez quelqu'un à la tête d'un pays qui ne sait pas manipuler un ordinateur, ou bien qui ne sait pas, en tout cas, commenter ou analyser un certain nombre de pesanteurs. Bon, mais ça pose problème. Parce que vous êtes dans la presse en ligne, peut-être que vous le dites. Non, c'est pas seulement ça. Mais c'est ça le problème actuellement. Même les gens qui sont actuellement même dans le gouvernement ou qui sont à côté de Macky, mais vous envoyez des gens qui ont des difficultés pour comprendre un certain nombre de choses. Or, le pays, actuellement, tout ce que vous faites, c'est avec l'ordinateur. Oui. Pour sortir un peu peut-être de cet aspect purement politique, quel avenir pour les alliés, si l'on peut dire le reste du PDS, c'est-à-dire Idrissa Seck et les fragments du PDS qui essaient plus ou moins de s'organiser? On a vu lors des marches, lors des procès comme celui de Baragay. Quel avenir pour ces personnes, Issa Sall? Mais ils n'ont qu'à s'opposer. Mais quand on n'est plus au pouvoir, la meilleure solution, c'est de retourner à la base, de reconstruire donc les forces, d'abord d'animer sa base politique. Si les leaders disparaissent parce qu'ils ont perdu une élection, mais la base s'effrite, et forcément quand on sera devant les électeurs à la prochaine élection, mais forcément on aura des problèmes. Donc il faut retourner à la base et travailler. D'abord remobiliser, pour conserver au moins une base active de militants et tenir un discours, reformuler son discours et peut-être faire une introspection. Parce que quand même, s'ils ont été sanctionnés, c'est peut-être parce qu'ils ont eu des comportements ou ils ont eu une manière de gérer qui a poussé les électeurs à ne pas leur faire confiance. Donc je crois que c'est un travail permanent. Vous quittez le pouvoir, mais vous retournez à la base. Il n'y a pas autre chose.
Mais vouloir prendre un raccourci en entrant par entrisme au gouvernement, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que si on a des convictions, on a une éthique politique, on perd une élection, on retourne. Le métier, c'est ça. Et s'ils ne font pas ça, leur discours va perdre de la consistance. C'est-à-dire que demain, quand ils seront en face des électeurs, après avoir cohabité ou après avoir discuté avec le gouvernement, mais on se demande est-ce que c'est entre celui qui est dans l'opposition d'une manière hypothétique et celui qui est au pouvoir d'une manière peut-être plus ou moins réelle, quelle est la différence? Il faut permettre à l'électeur de comprendre, de pouvoir dire, écoutez, si je suis avec Idrissa Seck ou avec Pape Diop ou avec Omar Sarr ou je ne sais qui, je suis dans quel camp? Et ça permet d'éclaircir les choses. Mais on ne peut pas être tout le temps au pouvoir et changer de camp tous les jours. Et je pense que ce soit Pape Diop, ils sont dans cette logique-là, de s'opposer, et ils se préparent, d'après ce que j'entends et les échos, à aller aux élections déjà locales, avec leur propre liste, et sûrement d'aller à l'élection présidentielle en s'opposant à Macky, ce qui serait une bonne chose. Moi, je n'aime pas les consensus, et je crois que les consensus qu'on essaie de construire en Afrique, pour dire, écoutez, il faut taire les divisions, ça c'est des faux, vraiment, c'est des fausses solutions à des vrais problèmes qu'on a en Afrique. Le vrai problème, c'est qu'il faut que les dirigeants qui dirigent correctement, et que ceux qui ont mal dirigé, qu'on les sanctionne et qu'ils vivent dans l'opposition le temps de se refaire une santé, de se refaire les idées et de se refaire surtout une éthique. Alors l'avenir justement du front qui est en train de se former et en sous-impression, si l'on peut dire, l'avenir du prisonnier le plus célèbre du pays. Bon, son avenir, c'est qu'actuellement, c'est entre quatre murs. C'est vrai que on entend beaucoup, ça sointe des murs... On le dit présidentiel lors des manifestations pour sa libération. Oui, on le dit présidentiel. Peut-être qu'à sa sortie, il pourra s'imposer et puis devenir carrément président. Peut-être c'est possible. Mais en tout cas, pour le moment, en tout cas, il est coincé quelque part et il faut essayer de le sortir de prison. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a un élan de sympathie qui est à sa faveur, qui est en train de se développer. Et bon, sur la toile et même dans le pays également, les gens parlent de Karim. Parce que chaque jour aussi, la presse entretient le débat, on ne peut pas oublier Karim. Et donc ça joue à sa faveur. Et donc ça peut lui permettre, en tout cas, à sa sortie, de récupérer le parti de son père et d'essayer de monter au créneau et de postuler carrément à la prochaine présidentielle. Je ne sais pas maintenant si d'ici là, il sortira ou pas, mais en tout cas, actuellement au moins, il a quelque chose quand même qui est assez intéressant, c'est que les gens parlent de lui tout le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, en fait, c'est que aussi le parti actuellement est un peu en lambeaux et ça tire dans tous les sens. Ils ont un problème de leadership et il faudrait régler ce problème-là. Et puis moi, je pense que après, il pourra s'appuyer sur l'appareil et puis essayer de conquérir le pays. Le pouvoir. Issa Sall, en lisant un tout petit peu dans la presse, on a le sentiment soit qu'il y a une campagne de désinformation volontaire, rien qu'à propos de ce prisonnier, en tout cas le plus célèbre du pays, c'est-à-dire un coup on dit oui, ça y est, on a trouvé des preuves, et puis la minute d'après on dit non, finalement on n'a rien trouvé. Durant la journée de vendredi par exemple, on affirmait oui, le vendredi 22 on dit non, finalement tous les terrains que l'on lui prêtait n'étaient finalement pas à lui. Ce jeu communicationnel-là, est-ce que véritablement la prison pour ce prisonnier-là demeure le chemin le plus court vers le palais? Je pense que ces histoires de prisonniers qui sortent et qui deviennent enfants prodigues, qui rentrent, c'est fini. La démocratie s'est installée dans ce pays. Les gens se jugent non pas parce que Macky n'a pas été élu parce que tout simplement on l'a accusé de vouloir faire un putsch ou parce que tout simplement on l'a accusé de blanchiment d'argent. C'est parce qu'il est allé vers les Sénégalais et d'après ce que j'ai lu, il a fait 8000 villages. Il est allé vers le paysan, vers le citadin, dans sa maison pour discuter avec des gens qui après ont compris qu'il y avait quelqu'un qui était en face d'eux, qui avait une ambition et qui l'a exprimé clairement et directement. Si Karim n'a pas ces moyens-là, c'est pas la peine de croire qu'il peut sortir dire écoutez, je suis un prisonnier, donc élisez-moi, ça c'est fini. Ça, ces histoires-là, c'est avant.
Ça fait 20 ans, 30 ans. Le Sénégal est un pays démocratique, est un pays de liberté. Les Sénégalais ont les capacités de juger et d'apprécier les hommes, que ce soit le paysan, que ce soit le citadin. Ce n'est pas parce que Karim Wade va passer 1 an, 12 ans en prison qu'il va sortir et il deviendra le Messie. Ça, c'est vraiment, quand j'en entends, je rigole. C'est vrai, les Européens, ils adorent des cas pareils parce qu'ils n'ont rien à mettre sous la dent quand ils parlent de nos pays, Youssou N'Dour par-ci, Karim Wade par-là. Ça, c'est ça qui les intéresse. Parce que ce sont des gars, parce qu'ils aiment l'exotisme de nos pays où les cas extrêmes deviennent des cas généraux. Mais écoutez, si Karim Wade n'a rien fait, mais il va sortir de prison et ce sera vraiment le moment de juger ceux qui ont mis Karim Wade en prison pour des raisons fallacieuses. Et je crois que la presse n'a pas anticipé sur ça. Il faudra bien un jour que Karim Wade passe devant ses juges ou que carrément qu'il ait un non-lieu et on va le libérer. Il rentrera chez lui. S'il veut faire de la politique, le chemin est là, hein, et les grands places sont là. Il n'a qu'à prendre son micro, aller vers les Sénégalais et leur dire, écoutez, moi je suis le meilleur. Et si les Sénégalais pensent qu'il est le meilleur, ils vont voter pour lui. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais aujourd'hui, moi, discuter Karim Wade ou ne pas le discuter, passer son temps à écrire qu'il a reçu 50 000 personnes, vraiment, je trouve que quelquefois c'est un peu excessif. L'essentiel aujourd'hui, c'est que le juge, la Cour de répression, aille le plus vite, parce qu'il est inadmissible qu'un prisonnier reste 6 mois et qu'on sorte encore des mêmes choses sur les mêmes faits. Ça aussi, c'est dérangeant. Quand même, nous sommes Macky Sall, malgré tout ce qu'on l'a accusé de je ne sais pas, c'est Cheikh Tidiane qui a pris le micro à minuit pour dire qu'il y a un coup d'État. Mais on s'est rendu compte que ça n'a pas marché. Le lendemain, c'était fini. On n'a plus parlé de ça. Même l'accusation de blanchiment d'argent, les gens ont trouvé que c'était fallacieux. On a libéré. Il n'y a pas eu de problème. Aujourd'hui, si on n'a rien, on doit libérer Karim Wade et il rentre chez lui, qui retrouve ses enfants et sa famille, ses parents. S'il a fait quelque chose qui est solide, on doit aller rapidement vers un procès et que ça se règle. Il n'est pas question quand même qu'on maintienne quelqu'un pendant des années en prévention, tout simplement parce que on le suspecte d'avoir fait ceci, de 2 000 milliards ou 3 000 milliards. Tout le monde a entendu ce chiffre, chacun a reçu des informations, mais à vos chefs, on te dit, écoute, il a 2 500 milliards ici ou il a 800 milliards par là. Tout ça, c'est très beau. Mais aujourd'hui, les magistrats ont l'obligation de vider cette affaire et au plus vite parce que ça ne reflète pas l'état de notre démocratie, l'état des libertés au Sénégal. Parce que quand même les Sénégalais se sont battus depuis des années, depuis des décennies. Vous pouvez aller voir des Landing Savané, les Bathily, les Amad Dansokho et tous qui se sont battus dans les années 60, dans les années 70 pour qu'il y ait de la liberté au Sénégal. Il n'est pas question qu'aujourd'hui qu'on puisse maintenir quelqu'un en prison, tout simplement sur des suspicions qui ne reposent sur rien. Oui, ça ne repose sur rien. Oui, mais en fait, c'est ce discours-là que tient exactement les Sénégalais. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est coupable? S'il n'est pas coupable, pourquoi on ne le relâche pas? Et les Sénégalais, disons, aiment les victimes. Et actuellement, ils sont en train de victimiser Karim Wade. Et donc, ces questions-là qui se posent tout le temps, alors, finalement, ils peuvent se dire, ce bonhomme n'a rien fait, on essaie vraiment de l'écarter pour qu'il ne gêne pas le pouvoir. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, il a très bien dit, et c'est important. Karim Wade, s'il est intéressé par le pouvoir, il doit le dire et prendre son courage à 2 mains et briguer, carrément, aller labourer, disons, voilà, faire le travail à la base. Parce que la politique, c'est ça, la politique, c'est un travail à la base. Maintenant, en fait, ce qu'il faut peut-être dénoncer, c'est qu'il y a, disons, les 2 camps, aussi bien au niveau du pouvoir que de l'opposition qui cherche à manipuler la presse et qui arrive malheureusement. Chaque fois, on distille des informations en disant... Vous justement, de la presse en ligne, vous êtes directeur de publication de Presse Afrique, souvent on vous fait le reproche de trop vite relayer justement ce que vous recevez par SMS sans le recouper. Ah non, parce qu'un SMS, ce n'est pas une information, ça, nous le savons tous. Une information, elle répond
a des critères, n'est-ce pas? Et avant de publier une information, il faudrait au moins recouper et savoir d'où elle vient et vraiment pouvoir faire toutes les vérifications requises et avoir aussi les autres versions. Et tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas parler d'information, parce qu'une information, elle ne tombe pas du ciel. Vous, Issa Sall, vous avez le sentiment que la presse se laisse complètement embarquer dans ce jeu de manipulation là? Mais vous savez, la presse, elle est tous les jours manipulée. Ça, c'est une réalité. Et tous les jours, ce qu'il y a, c'est que quand même, c'est aux journalistes de faire ce qu'on appelle un traitement. C'est-à-dire que quand vous avez une information, la première chose, c'est de dire est-ce que c'est vraisemblable. Le jour, moi, si je sors d'ici et que j'arrive à la maison, on me dit Thomas ici est devenu directeur général de Wolf, mais je me dis, comment il n'était pas au courant quand je l'ai vu. Donc, c'est la première chose, c'est la vraisemblance. Quand on vous dit, qu'on vous donne une chose, il faut dire, est-ce que c'est possible que ça puisse arriver? Parce que nous, quand même, nous devons avoir cette capacité à apprécier les informations qui nous arrivent. Et quand on l'a apprécié, on se dit maintenant, est-ce que ça nécessite d'aller vérifier? Il arrive des informations qu'on considère comme impossibles, et pourtant qui s'avèrent vraies. Mais aujourd'hui, avec les moyens, les technologies qu'on a, mais sérieusement, si on appelle quelqu'un sur son fixe, on ne l'a pas, on peut l'appeler sur son portable, on ne l'a pas, on lui envoie un mail, on lui envoie un SMS, on a énormément de moyens de contact pour pouvoir vérifier toutes les informations. Donc, c'est vrai, il y a une rivalité, une concurrence énorme au niveau des médias, particulièrement chez ceux qui font sur le net, la presse en ligne. Et donc, peut-être que là, on peut avoir des informations qui sortent et ensuite, on se rend compte que ce n'est pas exactement ça, mais qu'il y a peut-être une petite partie de vérité, mais ce n'est pas totalement. Mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté vraiment de rapidement donner des informations uniquement en s'en rendant compte que même en se disant que ce n'est pas vrai, mais je ne vais pas le faire parce que si je ne le fais pas, mon concurrent va le faire et peut-être que si c'est vrai, demain je serai... Mieux vaut être le dernier à sortir une information vraie que de sortir le premier une information fausse. C'est la leçon de tous les journalistes qu'on apprenne et qu'on connaît. Mais n'empêche, on est manipulé parce qu'il faut aller vers des sources. Et la source ne donnera que l'information qui l'arrange. Maintenant, c'est à nous de savoir que si l'information est jusqu'à un tel niveau, ça peut ne pas arranger quelqu'un d'autre à partir de cette étape-là. Et de vérifier le reste de l'information pour savoir exactement les tenants et les aboutissants. Ça, c'est le traitement ordinaire que l'on doit faire dans toutes les élections, tous les jours. Donc nous resterons un tout petit peu sur cela, c'est-à-dire que la presse, que ce soit en ligne ou au papier, se trompe de bonne foi, si l'on peut dire. Justement. Pas toujours, mais quand même de bonne foi. Pas toujours, mais quand même. Alors bon, nous avions quelques autres sujets, mais bon, nous avons essentiellement passé cet Actu en 7 dans l'actualité politique de cette semaine du 24 novembre 2013. En tout cas, merci à vous, Ibrahima Elissa Faye, directeur de publication de Presse Afrique. Merci également à vous, Issa Sall, directeur de publication de Nouvel Horizon. Merci à vous d'avoir accepté nos invitations. Merci à vous aussi. Voilà. Merci. Vous suiviez Actu en 7 sur Walfadjri. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de vous présenter ce programme. Remerciements particuliers à Cheikh Diandiaï ainsi qu'à Hubert Assogbar, à Matoula et Sall. Restez fidèles au programme de Walfadjri. Agréable semaine.